22 heures sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, le télétravail est désormais exigé dans les entreprises à partir du lundi 11 janvier. Une décision du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop, dans une circulaire. Des mesures restrictives de plus en plus corsées pour faire face à la pandémie. Après celle du couvre-feu qui annonce déjà ses premiers bilans. À Keur-Massar, 258 interpellations et 249 véhicules immobilisés en l'espace de 3 jours. Et puis, il faut la publication de la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises suite à la sortie du chef de l'État Macky Sall pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les licences de pêche octroyées à l'Union européenne. Le président de l'APROPAM réagit et prône la pêche artisanale tonnière pour renforcer l'économie du pays. Gaussou Gueye sera d'ailleurs notre invité dans ce journal. L'actualité nous amènera également aux États-Unis où Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, met une croix sur toutes les restrictions imposées aux responsables américains dans leur contact avec Taïwan, des restrictions qui avaient été prises pour satisfaire le régime communiste à Pékin. Aïssatou Gueye-Ba. Le télétravail est désormais exigé à partir du lundi 11 janvier 2021. Une décision du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'apprentissage, Dame Diop. Dans une circulaire, il demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service en limitant la présence physique du personnel dans les administrations en favorisant le télétravail. Toujours justement concernant ces restrictions, 249 véhicules immobilisés, 258 personnes interpellées et 5 autres personnes identifiées parmi celles qui brûlaient des pneus à Keur-Massar sont arrêtées et gardées à vue. C'est le bilan des 3 jours de couvre-feu par la gendarmerie de la compagnie de Rufisque. Le point avec Biramania depuis Keur-Massar. Durant ces 3 jours de couvre-feu, les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque ont immobilisé 249 véhicules et 3 motos dans sa zone d'intervention, excepté celle de Rufisque-Ville et de Bargny. 258 personnes qui sont en porte-à-faux avec le décret de l'état d'urgence assorti du couvre-feu sont aussi interpellées et les amendes financières qu'ils ont payées sont estimées à 840 000 francs CFA. Par ailleurs, 5 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles dans le secteur de Keur-Massar, plus précisément à Boune et à la M3, ont été arrêtées et gardées à vue par les hommes du capitaine Ndiaye, commandant de la compagnie de la gendarmerie de Rufisque, et seront déférés devant le procureur dès ce lundi. L'Alliance Sauver le Sénégal soutient qu'il y a manque d'organisation dans la gestion du couvre-feu, des manquements qui sont à l'origine de la défiance de l'autorité par les jeunes. Pour Babacar Mbaye Garaf, le problème de la mobilité doit être intégré. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Moussa Thiam. Babacar Mbaye Garaf qui doit revenir normalement sur le manque d'organisation ou dans la gestion du couvre-feu, des manquements qui sont à l'origine de la défiance de l'autorité par les jeunes. Pour Babacar Mbaye Garaf, le problème de la mobilité doit être intégré. Babacar Mbaye Garaf est avec El Hadj Moussa Thiam. Il faut quand même reconnaître que c'est l'organisation même du couvre-feu qui a créé cette tension et défiance à l'autorité. En ne garantissant pas à tous les concernés par cette mesure les conditions de pouvoir être chez eux avant 21h. Prenons l'exemple de la banlieue, où l'essentiel de la population productive tient ses activités journalières en ville, à Dakar, à travers cette de l'administration, mais aussi et surtout des entreprises, des écoles au centre de formation, mais également du secteur de l'informel. Comment ces gens peuvent quitter en centre-ville à 18h, 19h, et vouloir rentrer à Rufisque, Keur-Massar, Malika, Yeumbeul, Boune, Ben Brak et autres avant 21h. Surtout aujourd'hui que presque toutes nos grandes routes sont barrées du fait des travaux du BRT, du TER, de l'élargissement de la rue de Niayes ou du prolongement de la VDN. Si l'État veut maintenir ce couvre-feu dont l'opportunité est encore discutable, il lui faut, à mon avis, revoir non seulement les horaires de travail, mais également la fourchette du couvre-feu.
Affrontement entre gendarmes de Toubatoul, les marchands et commerçants du marché hebdomadaire ce samedi. La cause, l'application de la mesure d'interdiction des rassemblements dans ces marchés. Une mesure jugée inacceptable par les occupants de ce plus grand point de vente de la région de Thiès, Babacar Ndao. L'application de l'arrêté d'interdiction des rassemblements publics n'a pas été de tout repos pour les forces de sécurité. Ce matin, les gendarmes de Khombol et de Tianaba ont dispersé ce samedi les occupants du marché hebdomadaire de Toubatoul conformément aux mesures édictées par l'état d'urgence au Sénégal. Une intervention des forces de défense et de sécurité pas du goût des jeunes de Toubatoul qui ont dû user de pierres pour riposter face à ce qu'ils qualifient d'humiliation et marquer ainsi leur désaccord à cette mesure visant à réduire la propagation du virus à Covid-19. Des affrontements déplorés par plusieurs témoins des faits qui souhaitent plus de communication et de pédagogie dans la mise en œuvre de la loi. Dans le périmètre de la ville de Thiès, la traque pour le port du masque se poursuit, chose pas du tout aisée avec l'organisation de cérémonies familiales ce week-end, mais également une situation dans les marchés où les rassemblements continuent de plus belle. Dans la commune nord de Thiès, des jeunes se sont fait entendre à la 3e nuit du couvre-feu en brûlant des pneus sur la route nationale numéro 2 à hauteur du quartier Tahrikao. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Un conseil présidentiel sur la pêche et la transparence dans la gouvernance du secteur, c'est ce que réclament les organisations, associations et groupements des acteurs et professionnels de la pêche artisanale. Ces acteurs estiment que pour régler les problèmes du secteur qui est à l'agonie, il faut obligatoirement réunir toutes les parties prenantes afin de peaufiner des stratégies pour la relance du secteur de la pêche. Écoutons Abdoulaye Ndiaye, il est le secrétaire général de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. Donc je crois que c'est peut-être des méconnaissances de sa part ou bien des conseils qui n'ont pas été à leur place. Pour moi, c'est le rôle du ministère d'aiguillonner le président pour lui montrer voilà la pêche, voilà le thon, voilà les espèces et voilà où ça se pêche. Ce que nous devons faire, c'est juste de donner la bonne information. Et la bonne information, vous pouvez l'avoir à partir de tous les pêcheurs. Le thon est bien pêché par des pêcheurs sénégalais et ça je confirme. Le merlu est bien pêché au Sénégal, c'est bien consommé au Sénégal. Et même si aujourd'hui, il y a des bateaux qui le pêchent comme nous. Mais quand même, ce sont des espèces qui sont pêchées et consommées au Sénégal. C'est que demain aussi, si on laisse faire, demain on peut avoir des problèmes. Le merlu, la recherche avait dit depuis longtemps qu'elle est en situation de surexploitation, il faut réduire. Même si on nous dit que ce n'est que 2 bateaux, des techniques de pêche sophistiquées. La quantité chute de 2000 à 1700. Même si ça chute, c'est pourquoi on demande déjà l'expertise et l'évaluation de la première. Sur quoi on s'est basé? Parce qu'on ne peut pas dire on a réduit, mais il doit y avoir des bases scientifiques. Si on se dit qu'on a les résultats, c'est géré par le ministère. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de le publier? Donc c'est le problème du Sénégal. Il faut qu'on passe dès à présent à faire la transparence, toute la transparence dans le secteur de la pêche. Le ministère a l'obligation de partager tous ces résultats avec les organisations de professionnels de pêche. Le président, lui, il a parlé de 162, je crois. Le ministre, lui, il parle de 129. Donc, quel est le bon chiffre? C'est celui du président, c'est celui du ministre ou c'est celui du directeur? Qui est le bon? Finalement, tous les Sénégalais restent pantois. Tu sais même pas, raison de plus, il faut qu'on aille vers la transparence. Et dans le secteur de la pêche, si on veut vraiment aller de l'avant, le président, si j'avais un conseil à lui donner, je lui demanderais, monsieur le président, convoquer un conseil présidentiel sur la pêche. Présidez-le, invitez tous les acteurs de la pêche, on s'assied autour d'une table et je crois que les solutions vont sortir. Ça peut être même l'un des postes de solution. Parce que le président, dans son discours, il a parlé de l'ITIE. L'ITIE, en termes de pêche, qui est son équivalent, c'est la FITI. Pourquoi le Sénégal accepte d'adhérer à l'ITIE et ne fait rien pour adhérer à la FITI? On adhère à l'ITIE, on n'a pas encore vu une goutte de pétrole. Nos poissons s'en vont. On ne peut pas adhérer à la FITI. C'est quoi? Donc c'est ça aujourd'hui sur quoi on doit travailler. Le développement de la pêche artisanale tonnière prôné au Sénégal pour renforcer l'économie du pays, assurer également la durabilité de la ressource afin de créer des emplois. Selon le président de l'APRAPAM, l'État doit accompagner les pêcheurs artisanaux pour faire la promotion de la pêche du thon au Sénégal. Et pour la transparence, il demande la publication des listes des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Voici Gaoussou Gueye, le président de l'Association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime, au micro de Moustapha Sall. Dans le discours du chef de l'État, il a parlé de Thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un Thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche tonnière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche
pêche artisanale tonnière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là. À l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se résout le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle qui ont défini 3 cadres. La gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valorisation des produits halieutiques en faisant la promotion de la côte. Gaussou Gueye qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques instants. Parlons politique à présent. L'insuffisance des investissements et de promotion des cadres locaux préoccupe les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp. En assemblée générale ordinaire ce samedi, les camarades de Macky Sall du Balantacounda ont réaffirmé leur unité et leur ferme engagement à œuvrer pour le triomphe de leur parti et le développement durable de leur terroir dans l'extrême sud du pays. Correspondant Seydou Moussadra. Cette rencontre des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp, faisant suite à celle tenue en décembre dernier, se veut un cadre de dialogue et de convergence des stratégies et objectifs pour renforcer l'unité au sein de la mouvance présidentielle. À la base, Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp, en est l'initiateur. C'est suite à une première rencontre que nous avons tenue le 17 décembre dernier, essentiellement sur la réunification, l'union des cœurs de tous les membres et tous les responsables de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité du département de Goudomp. Il y avait des absents, particulièrement les élus nationaux qui avaient des sessions. Mais aujourd'hui qu'ils sont tous présents à Goudomp, nous avons jugé nécessaire de les appeler, discuter avec eux, de faire une restitution. À cette même occasion, un mémorandum a été produit et doit être transmis au niveau central pour prendre en charge les problèmes qui hantent le sommet des populations du Balantacounda. Dans ce mémorandum, c'est toutes les préoccupations du département qui sont consignées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, des pistes de production, l'électrification, tout ce qui est investissement. Ces responsables et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp souhaitent la valorisation de leurs compétences au niveau des postes de responsabilité, a également fait savoir Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp et porte-parole du jour. Le département de Goudomp est un département qui regorge d'intellectuels, qui regorge de cadres. Et nous demandons une promotion au chef de l'État, qu'il puisse promouvoir les cadres du département de Goudomp. On peut avoir des postes de ministres conseillers, des DG, des PCA. Depuis 2012, Goudomp est le seul département qui n'a pas de DG, qui n'a pas de PCA, qui n'a pas de ministre, qui n'a pas de ministre conseiller. Le département de Goudomp également veut qu'il soit reçu en audience dans les mois à venir. Cette instance des dirigeants de Benno Bokk Yakaar de Goudomp compte se réunir aussi régulièrement que possible pour dissiper tout malentendu éventuel et tracer ensemble leur destin en prélude des prochaines joutes électorales. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, et puis cette information qui vient de nous parvenir, encore une saisie importante de chanvre indien. La gendarmerie de Fatick vient de mettre la main sur plus de 250 kg de chanvre indien. L'actualité internationale nous amène aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annulé ce samedi toutes les restrictions qui avaient été imposées au fil des ans aux responsables américains dans leur contact avec Taïwan. Les États-Unis avaient pris ces mesures unilatéralement pour satisfaire le régime communiste à Pékin. C'est fini, martèle Mike Pompeo. Le gouvernement américain maintient des relations avec des partenaires non officiels dans le monde entier et Taïwan n'est pas une exception. Des centaines de migrants sont coincés sous la neige en Bosnie, sans abri depuis que leur camp a été détruit par un incendie. Fin décembre, des tentes provisoires doivent être installées par l'armée bosnienne. Direction la drogue et autres stupéfiants dans leurs écoles, c'est une réalité qui embarrasse enseignants et promoteurs d'établissements et parents d'élèves. Le SOS provient du lycée Philippe Zinda Kaboré, un lycée bien connu pour ses performances scolaires. Entre deux cours, des élèves prennent des doses d'alcool ou de drogue. Le constat de Mathieu Somda, notre correspondant à Ouagadougou.
Mathieu Somda qui doit normalement revenir sur la drogue et autres stupéfiants notés dans les écoles, une réalité qui embarrasse enseignants et promoteurs d'établissements et parents d'élèves. Les SOS provient du lycée Philippe Zinda Kaboré, un lycée bien connu pour ses performances scolaires entre deux cours. Des élèves prennent des doses d'alcool ou de drogue. Le constat de Mathieu Somda, notre correspondant à Ouagadougou. Mathieu Somda, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Passons justement à notre invité. Il s'agit de Gaussou Gueye, le président de l'association pour la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime, au micro de Moustapha Sall. Je me nomme Gaussou Gueye, je suis le président de l'association pour la responsabilisation et des acteurs de la pêche artisanale maritime à Prapam. Vous êtes acteur de la pêche. Vous aviez écouté le chef de l'État lors de son face-à-face avec les journalistes sur les accords de pêche avec l'Union européenne et les espèces, le thon et le merlu. Le chef de l'État qui déclare que le merlu n'est pas bien connu par nos pêcheurs et il a même taquiné pour dire qu'il n'a jamais vu de thiebouton. Quelle serait la réaction des acteurs du secteur? Je vous remercie. Je sais que le président de la République, son Excellence, a parlé d'accord de pêche. C'est vrai, le seul accord qu'on a fait avec l'Union européenne, où il y a 45 des palangriers thoniers, des thoniers et 2 merlutiers. Et on connaît le contenu de l'accord, tant sur le plan financier qu'opérationnel des bateaux. On a également des accords avec certains pays de la sous-région, comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et d'autres. Mais mon problème, dans le discours du chef de l'État, il a parlé de thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche artisanale thonière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là. À l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se résout le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord, en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. Et je vous rappelle que les démersales côtières ont été gelées depuis 2006. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle qui ont défini 3 cadres. La gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valorisation des produits halieutiques en faisant la promotion de l'accord. Octroyer autant de bateaux où la recherche est quasiment absente au Sénégal parce que depuis 2015, on n'a pas fait l'évaluation de notre état de ressources halieutiques. Sur quelle base scientifique on a relais l'accord avec l'Union européenne? Quelle a été la position de nos scientifiques, de notre recherche? Même si c'est le thon, parce que cet accord doit être évalué d'une manière scientifique, technique et même financière. À mon avis, même si le thon n'appartient pas au Sénégal, quand même, j'insiste et je persiste qu'on doit développer une pêche artisanale thonière qui va être beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Et publier encore une fois de plus la liste des navires qui va édifier tout le monde. Les Sénégalais sauront s'il y a 125 ou 130 ou 195 et ils sont dans quelle pêcherie. Le débat est assez simple. On n'a qu'à publier la liste des navires qui opèrent au Sénégal. Et il ne faut pas confondre la liste des navires que nous demandons avec le registre des navires au niveau de la commission sous-régionale. Donc c'est quoi la différence? La liste des navires, c'est les navires qui opèrent au Sénégal. Le registre des navires, c'est au niveau de la commission sous-régionale qui a son siège au Sénégal, qui appartiennent à beaucoup de pays. 7 pays. Mais nous, ce que nous demandons, c'est la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises, sous accord ou sous licence. Mais on saura qui est qui et qui fait quoi. Le président de la République a parlé qu'aujourd'hui, le Sénégal est entièrement équipé, en tout cas en train d'être équipé à travers des navires de surveillance. Et même, on va acheter un avion. Mais c'est extraordinaire. Mais avant cela, acheter des navires performants, avoir un avion qui va survoler 6 heures de temps par jour nos eaux, il serait beaucoup plus facile de publier la liste des navires pour qu'on sache et comprenne comment ces navires sont venus dans nos eaux, même si c'est sous licence ou sous accord.
accord. Il y a des pays qui le font. Je vais vous citer par exemple le Libéria, où la liste des navires est mise à jour régulièrement. Et chaque citoyen libérien peut avoir accès à ces informations. Maintenant, à quel chiffre se fier? Le chef de l'État parle d'une trentaine de bateaux, d'autres parlent de 45 bateaux. Qu'est-ce qu'on retient maintenant? L'accord tonnier avec l'Union européenne, c'est 45 bateaux, à ce que je cherche. C'est ça le protocole. Et encore, la difficulté avec l'accord de pêche avec l'Union européenne, c'est les prises accessoires. C'est excessif. Quand 2 merlutiers doivent pêcher 1750 tonnes de merlu, avec 29% de prises accessoires, ça pose problème. Ils peuvent pêcher en dehors de leur merlu d'autres espèces, que ce soit les céphalopodes, les crustacés et les démersocoutes. C'est là aussi nous demandons qu'il y ait un minimum de transparence et d'information par rapport à ces prises accessoires. Vous pouvez aller le vérifier au niveau du site de l'Union européenne. Voilà mon problème. Mais Gaussou, où en êtes-vous donc, dans le cadre de la lutte contre l'implantation des usines de farine de poisson? Vous aviez entamé une lutte farouche donc, contre ces usines de farine de poisson au Sénégal. Le problème de la farine, elle est assez simple. Pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 25 kg de poisson frais. Or, aucune législation ne permet à une usine de farine de poisson de le faire avec du poisson frais. Et quand on a 1 kg de poisson d'aquaculture qui prend 25 kg de poisson frais, à savoir 5 kg de farine, un monsieur qui va au restaurant, qui achète ce même poisson, il le mange en moins de 20 minutes. Et par conséquent, on nous dit que chaque Sénégalais doit consommer 29 kg de poisson par an. C'est pas possible à Sédhiou. Il n'arrive même pas à consommer 7 kg. Donc faire la promotion des unités de farine de poisson, c'est une catastrophe pour le pays. Non seulement pour la ressource, pour la santé, là où l'usine est implantée, et même au niveau de la pollution marine. Mais tout ça, c'est des éléments sur lesquels les gens doivent y réfléchir. Est-ce que les études d'impact ont été faites normalement? Est-ce que ça a été validé par les localités et par les populations? C'est là où se résout le problème. Donc, à mon avis, aujourd'hui, nous tous, l'ensemble des Sénégalais, doivent comprendre que le yaboy qu'on prend pour en faire de la farine, c'est le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, nos populations n'arrivent plus à accéder au tchof, au dorade, ainsi de suite. C'est le yaboy qui les reste. Maintenant, s'il y a des navires qui viennent prendre ces petits pélagiques communément appelés yaboy, qui viennent prendre ces yaboys-là en faire de la farine de poisson, et que ce yaboy-là est le poisson du peuple, ça pose problème. C'est là que nous sonnons l'alerte. On n'est pas là pour défier qui que ce soit, mais on donne tout simplement l'alerte. Et l'alerte peut être compréhensible, d'autant plus que nous-mêmes, notre État se décarcasse pour aller chercher des licences dans les pays limitrophes pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher. Mais c'est parce que, bon sang, il n'y a plus de poissons dans nos eaux. Si on avait du poisson chez nous, on n'allait pas en demander ailleurs. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de politique de pêche et la manière de gérer cette pêche. Merci Gaussou Gueye. Je rappelle que vous êtes le président de l'APRAPAM. Le télétravail désormais exigé dans les entreprises à partir du lundi 11 janvier. Une décision du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop, décision prise dans une circulaire. Des mesures restrictives de plus en plus corsées pour faire face à la pandémie. Après celle du couvre-feu, un couvre-feu qui annonce déjà ses premiers bilans. À Keur-Massar, 258 interpellations notées et 249 véhicules immobilisés en l'espace de 3 jours. Et puis, il faut la publication de la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises suite à la sortie du chef de l'État Macky Sall pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les licences de pêche octroyées à l'Union européenne. Le président de l'APRAPAM réagit et prône la pêche artisanale tonnière pour renforcer l'économie du pays. Gaussou Gueye était d'ailleurs notre invité. Vous avez suivi son entretien avec notre correspondant à Mbour, Moustapha Sall. L'actualité nous a également amené aux États-Unis où Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, met une croix sur toutes les restrictions imposées aux responsables américains dans leur contact avec Taïwan, des restrictions qui avaient été prises pour satisfaire le régime communiste à Pékin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Ayoun Badara Sosé qui en a assuré la mise en onde. À 0h, retrouvez Elhaj Malik Ndiaye pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.